Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nawel Passera. Salut Nawel. Salut, bonjour à tous et merci de me recevoir pour ce nouvel épisode. Avec plaisir. Nawel, tu es un ultra-trailer, tu es aussi dans le cyclisme, tu es aussi dans l'organisation et on va parler de plein d'autres sujets. Mais avant, comment tu expliquerais ton métier sorti de ta bouche à un enfant de 5 ans de manière ludique? Euh, alors, un métier sorti de ma bouche, mais c'est mon fils qui l'a raconté ce week-end. On était à mariage à Marseille et qui a dit mon papa c'est le spécialiste de la montagne. Donc tout ce qui s'approche à peu près de la montagne, que ce soit en courant ou à vélo, mais je travaille dans ce domaine-là, dans l'événementiel sportif, la communication et le coaching de tout ce qui se porte autour de la montagne. Donc tu l'as signalé, voilà, j'ai un gros passé de sportif, mais surtout d'ultra-trailer. Donc c'était la discipline qui m'a pris le plus de temps dans ma vie, à laquelle j'ai consacré beaucoup de temps. Et donc voilà, j'organise des événements sportifs en montagne, que ce soit à vélo, en course à pied, en trail, et aussi j'interviens aussi maintenant c'est tout nouveau, sur des triathlons de montagne. Donc voilà, tout est plus ou moins lié à l'amour que je porte et la passion que je porte à la montagne. C'est ton terrain de jeu, ton nouveau terrain de jeu. C'est mon terrain de jeu, un peu moins depuis quelques années, mais oui, en fait, mais c'est un peu le paradoxe, c'est que quand on explique, ou quand j'ai gagné la Ronda del Cim en 2016, on m'a dit, mais c'est facile pour toi, t'es ariégeois, t'as grandi dans les cailloux. Alors pas du tout, je suis né dans les Yvelines, ça casse un peu le mythe. Surtout j'ai un oncle un peu une consonance catalane, donc des amis qui me disent oui, tu cours avec le catalan, Nawel Passerat. Non, pas du tout, je suis né dans les Yvelines. J'ai eu un parcours sportif intense, mais qui n'était pas du tout en lien avec l'ultra-endurance et la montagne, parce que c'était du foot, en plus gardien de but. Mais j'ai découvert la montagne en 2012 et j'ai été happé par cette... on peut dire, comment on peut dire ça, ce terrain de jeu, mais même plus que ça, c'est ce terrain d'expression, ce terrain de vie qui m'a appris beaucoup de choses, sur moi-même, sur les autres, sur la vie en général et sur la nature. Je viens du monde du foot, où le monde du foot, c'est, surtout quand tu touches au professionnalisme, c'est beaucoup le monde des apparences, c'est beaucoup un monde faux. Et la montagne m'a appris que être est supérieur à avoir, alors que dans le monde du foot, très souvent c'est ce qu'on possède qui est le plus important à ce qu'on vit. Donc voilà, donc la montagne a été un vrai canaliseur de vie, et c'était une vraie addiction, une vraie passion, et j'ai eu un coup de frein dans cette passion en 2023 où on m'a diagnostiqué une discopathie dégénérescente de L2 à S2 où je ne peux plus faire d'ultra trail. Donc je me venge sur le vélo, en ultra endurance sur le vélo. Sur route, là je viens d'essayer de l'ultra endurance en gravel, mais ça je m'en doutais bien que ça passait pas et c'est pas passé. Mais sur route, voilà, j'épanche ma soif de montagne et d'ultra endurance sur le vélo. Mais rien ne remplacera une nuit ou un coucher de soleil ou un lever du jour à 3000 mètres d'altitude au milieu des cailloux par rapport à une route. Voilà. La montagne a cette immensité qui fait que, en fait, on se rend compte que tout peut se finir en une seconde. Dans la société actuelle, je trouve que c'est un beau rappel à l'ordre de ce qu'on est et qu'on est juste une petite chose sur cette planète et que la montagne nous rappelle à chaque instant. Ouais, surtout dans cet écosystème-là. On va en revenir parce que tu as eu plusieurs vies. En préparant, Très clairement. ton interview, tu as eu plusieurs périodes. Très jeune, tu as été passionné et attiré par le sport. Donc tu l'as dit, ça a commencé au foot de façon très jeune. Ouais, enfin, depuis que je suis né en fait. C'est que j'explique ça très souvent, c'est que j'étais une famille de sportifs. Ma maman joue au foot, mon papa joue au foot et fait beaucoup de sports d'endurance déjà, du triathlon à l'époque. Moi, voir mon papa partir courir à la frontale le soir. Les frontales de l'époque, c'est pas les frontales Qui de marche maintenant. aussi bien à l'aide. Ah non, c'était tout un attirail. Ou de partir à 5h du matin au travail à vélo, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours bercé. Donc j'ai été bercé par ça. J'ai commencé par du judo. J'ai entendu des interviews et il y avait un athlète qui a un super palmarès qui avait commencé par le judo. Mais moi, c'est parce que comme je voulais faire du foot avant, ma mère m'a dit mais tu fais du judo pour apprendre à tomber, comme ça après tu pourras aller faire du foot. Donc le judo ne me passionnait pas du tout, mais donc j'ai commencé très tôt par du judo et après j'ai enchaîné par du foot qui m'a emmené à découvrir beaucoup de pays, beaucoup de territoires. J'ai fait le tour de France des stades de foot, mais ouais, le foot était ma première véritable passion.
Et comme tout ce que je le fais avec beaucoup d'entrain, où je suis un peu dans l'extrême. Et donc, ça a été une première vie qui était liée au football. À quel âge tu as démarré le foot? J'ai commencé le foot à 6 ans. Et après, il y a eu un premier changement de cap, un bouleversement dans ma vie. C'est qu'à 13 ans, je suis parti à l'école, j'avais 1 an d'avance. J'étais 20 ans d'avance et donc à ma rentrée en seconde, mais j'avais l'âge d'être en troisième, je suis parti à Châteauroux, donc à la Gresham de Châteauroux, en sport-études pour la première année. Donc j'ai fait une seconde aménagée où j'avais cours jusqu'à 15h et après on allait faire du foot. Et après, je suis rentré au centre de formation. Et donc au centre de formation, là, pendant 2 ans à Châteauroux, là, je le dis souvent, je ne suis pas du tout fan du modèle états-unien, mais étant donné que j'étais doué dans un sport, enfin doué, j'étais pas trop mauvais dans un sport, j'ai dû me déscolariser. Et je suis passé en scolarité avec le CNED. Donc on avait des pavés de livres à étudier. Tu reçois la pile comme ça et débrouille-toi. C'est clair. Et il n'y avait pas le e-learning comme j'ai pu faire après dans d'autres formations. Et en plus, on était livré plus ou moins. Et la priorité, c'était vraiment pas ça. Donc, à cause de notre niveau scolaire, en France, on te déscolarise. Alors que dans certains pays, comme nous, les États-Unis, ça t'ouvre une bourse et ça t'ouvre les portes des grandes études. Donc voilà, d'élève avec 1 an d'avance, avec beaucoup de facilité, je suis devenu quelqu'un qui étudiait quand il avait le temps. Donc c'est-à-dire pas très souvent. Donc tu as fait Châteauroux pendant 3 ans. C'est ça. Puis après, tu es parti à Istres. Ouais, j'ai découvert les Bouches-du-Rhône à Istres. Donc à Châteauroux, on était sur la première année au sport-études, donc ça allait parce qu'on était avec d'autres lycéens. Mais après, au centre de formation, on était qu'entre soi, à 15 km du centre-ville de Châteauroux, où on avait 2 heures de sortie par semaine. Et souvent, on allait voir les copains jouer le samedi quand on jouait le dimanche, et inversement. Et on revenait chez nous 1 fois tous les 2 mois. Donc au tout début, à 13 ans, tu pars du cocon familial, tu dis « Ah, c'est super ». Au bout du premier jour, tu te dis « Ah ouais, papa et maman, ils me manquent, et ma cellule familiale me manque, mes amis me manquent ». Et en fait, on se rend compte très tôt qu'on mûrit plus vite avec cet éloignement. Et après, j'ai découvert Istres à 17 ans. Et là, ma cellule familiale était plus loin, mais le problème, c'est que j'avais plus de liberté cette fois-ci. Donc j'ai un peu surcompensé la privation de liberté que j'ai eue entre 13 et 17. Et entre 13 et 20, on s'est un peu vengé dessus. Et on le dit souvent dans le monde du foot, surtout quand tu es comme moi, où tu arrives au port du professionnalisme. À un moment donné, j'étais 3e gardien, je m'entraînais tous les jours avec les pros à Istres. Et en fait, j'ai échoué à la dernière étape. Et très souvent, les gens dans mon cas, ils disent « Oui, tu comprends, je me suis blessé au mauvais moment. » Et nous, encore ce week-end à Marseille, avec mes anciens collègues, on se voyait 22 ans après, on rigolait encore de toute la fête qu'on a fait, parce qu'on sortait du lundi au dimanche. Parce que on était libre, on avait 17 ans, on avait l'appartement, on avait un peu d'argent. Et donc, voilà, on a profité de notre jeunesse. Ouais, le cadre et l'insouciance de quand on est jeune, et tu te rends compte que d'avoir un cercle autour galvanise. Très clairement. Et d'ailleurs, je le disais en aparté aussi, c'est qu'après, à 20 ans, j'ai découvert l'Ariège, et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'étais dans un rythme de vie où je brûlais la vie par les 2 côtés, et là, c'était pas possible d'avoir un projet de vie sur le long terme avec le rythme que je tenais. Et justement, donc à Istres, tu es monté jusqu'en CFA 2, si je ne dis pas de bêtises? Non, à Istres, il y avait les 18 nationaux, et après la réserve était en DHR, mais c'est que je m'entraînais tous les jours avec les pros, et on a fait le groupe pro avec lequel je m'entraînais. Je ne m'inclus pas du tout dedans dans ce qu'ils ont fait, mais ils ont réussi à monter en Ligue 1, quoi. Donc je m'entraînais avec mes idoles de quand j'étais jeune, avec des Xavier Gravelaine, c'est après, quand je suis revenu de la région toulousaine, où d'ailleurs j'ai fini ma pseudo-carrière de footballeur à Langon, avec Toulouse-Fontaine en CFA2, voilà. Et ça, c'était en 2010. Donc 2010, tu as connu un match particulier dans tes gardiens de but? C'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu as connu un accident Ouais, mais en fait, à partir du moment où je suis revenu dans le monde amateur, donc je suis revenu à Pamiers, j'ai commencé à jouer avec la DH de Pamiers, on m'a trouvé un job. J'avais pas encore mon bac que j'ai eu après. On m'a fait entrer à la mairie, au service des sports à la mairie. Voilà, j'avais un salaire assuré pour le restant de mes jours. Et donc, après, tu es redevable de ton job. Plus tes primes de match et tout qui t'arrange la fin de mois. Et donc après, j'ai pu évoluer. Je suis parti jouer dans la région toulousaine. Mais quand je jouais au foot, j'avais plus de plaisir en fait. Je jouais là juste parce que ça m'arrondissait les fins de mois, quoi. Et parce que j'étais redevable d'un job, ou parce que, mais j'avais pas de plaisir. Je prenais du plaisir à encadrer les jeunes,
très tôt, j'ai commencé à encadrer les jeunes parce que j'ai essayé j'aime beaucoup le partage, la notion de partage, et j'avais reçu quelque chose de qualité, je pense, par rapport à tous les coachs que j'avais reçus et les joueurs avec qui j'ai joué au foot plus jeune. Et donc, de partager cette vision du foot et de ce qu'on m'avait appris, donc je prenais plus de plaisir à coacher les jeunes qu'à jouer moi-même. Et donc, je me suis blessé donc, en CFA2 au mois de mars 2010, et donc luxation acromioclaviculaire de l'épaule, stade 4, je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit stade 4, je dis 4 sur 10, ça va, on est large. Il m'a dit, monsieur, c'est 4 sur 4, votre épaule est descendue, là, 45 jours d'immobilisation, donc j'ai pris du poids, je suis parti à Cabreton en rééducation, donc ça au CERS, j'ai eu la chance d'avoir une super rééducation, grâce à ça j'ai récupéré toutes mes amplitudes, un peu moins de la force, mais là j'étais avec tous ces sportifs de haut niveau, tout ce monde du sport de haut niveau, et en fait moi, tout le monde se battait pour revenir le plus vite possible à son niveau de performance, et moi je me suis dit non mais en fait si tu reviens vite, tu vas devoir devoir jouer au foot, parce que quand tu habites en Ariège, pour aller jouer en CFA2, mais j'allais 5 fois par semaine à Toulouse, rien que pour m'entraîner, pour jouer. Plus, voilà, par exemple, je me suis blessé à Langon. De Langon jusqu'à mon domicile avec l'épaule en vrac, c'est un peu long, quoi. Et donc, il y avait tous ces sacrifices que je faisais et j'avais plus envie de faire, quoi. Et donc, là, je me suis dit, non, mais de toute façon, tu reviendras, c'est fini, quoi. T'as plus cette flamme, donc ça s'est arrêté comme ça. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu aies perdu cette flamme-là, ce feu sacré que tu avais au début Parce que j'en parle souvent avec mon petit-neveu. Mon petit-neveu, là, il va d'entrer en sport-études au Stade Toulousain. Et l'année dernière, il était finaliste du championnat de France avec le Stade Toulousain de rugby. Et en fait, ce qui est très important quand tu es dans un club professionnel, n'importe quel sport, c'est que, et je pense que même à très haut niveau, il y a des sportifs qui ont des carrières extraordinaires grâce à ça, c'est qu'ils ont gardé la passion du jeu. Et en fait, moi, très vite, c'est devenu, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, j'ai pas réussi à garder cette flamme et cette passion qui m'animait quand j'étais jeune, et c'est devenu en fait un job, quoi. C'est devenu une obligation de faire ça. Et après, ça arrive aussi dans le sport d'endurance, c'est que très souvent, et moi ça m'arrivait dans ma pratique de l'ultra-trail à haut niveau, c'est qu'à un moment donné, j'allais plus courir pour prendre du plaisir, j'allais courir parce qu'il faut aller courir. Et quand il faut faire les choses par obligation, dans quelque chose qui à la base est une passion, mais je pense qu'on perd un peu le feu sacré. Et si on voit des Messi qui continuent à 38 ans, des Cristiano Ronaldo à 39 ans, c'est parce qu'au fond d'eux, ils ont gardé ce feu sacré, en fait, de l'amour de leur jeu, de ce qu'ils font. Parce que sinon, tu t'essouffles. Enfin, c'est ma vision des choses. C'est vrai que tu entends de plus en plus, de la part de sportifs, il y a un peu les langues qui se dénient autour de ça. Tu avais Florent Manodou pendant les JO, qui est revenu pour les JO de Paris, mais qui a arrêté la natation pour aller au hand parce qu'il avait... Ah, mais très clairement, mais les choses évoluent dans le bon sens. Oui. Parce que le sport de haut niveau est très formateur dans plein de choses. Dans la gestion du stress, la gestion des émotions, voilà, l'investissement que tu mets dans une tâche, tu sais en fait les sacrifices que tu vas devoir faire pour arriver à une chose, et in fine, cette chose, elle tient pas grand-chose, et des fois à des facteurs extérieurs, alors que toi, tu as fait le maximum. Mais en contrepartie, c'est qu'il y a des gros revers de la médaille. C'est que déjà, la gestion de l'échec, c'est compliqué. Surtout moi, je le vois dans le foot. C'est que toucher le monde du professionnalisme, de toucher son rêve du doigt et du jour au lendemain de te dire, là, c'est fini, c'est dur à digérer. On n'est pas du tout accompagné. Et en plus de ça, c'est que il y a des dérives sur l'aspect mental, en fait. Et c'est tout nouveau que les langues un peu se délient. Mais c'est important de dire la santé mentale, en fait, des athlètes. Et elle est primordiale, cette santé mentale. Et ça, et dans d'autres sports comme les sports d'endurance, il y a aussi tout ce qui est autour du trouble du comportement alimentaire. Ça aussi, je peux en discuter parce que j'ai subi ces conséquences-là. Mais dans tout ce qui est extrême, il y a toujours une contrepartie. Donc c'est bien que sociétalement, les langues se délient, que les sportifs n'aient plus honte de dire moi je vais voir un psychologue, que les clubs n'aient plus honte de dire moi j'ai un préparateur mental, parce que c'est un facteur de la performance. Et même dans le monde professionnel, je pense que c'est un facteur de performance. Et donc ces facteurs de performance, c'est important de ne pas les éluder pour des pseudo-carcans sociétaux qui n'ont plus lieu d'être. Ouais, c'est bien que cet accompagnement se fasse au-delà du physique, comme c'était le cas avant, uniquement. Très clairement, surtout moi j'ai très vite compris parce que j'étais gardien de but. Donc c'est un sport où mentalement, il y a une part importante de ta performance qui est vraiment liée à ton mental, encore plus qu'à d'autres postes. Donc c'est très bien, sociétalement, dans le monde du sport de haut niveau, que les langues se délient et qu'il y a des vrais accompagnements avant, pendant et surtout après les carrières pour tous les sportifs, et même dans tous les mondes professionnels où ça commence à se démocratiser.
Et donc tu es sorti de Cers avec l'épaule remise, reparti pour un tour, on va dire. Ouais. Comment tu as fait ce switch et quel a été ton questionnement à ce moment-là quand tu t'es dit, bon ben voilà, je sais que j'ai plus envie de faire ça. Bah, en fait, comme toute chose, j'ai besoin d'avoir des objectifs. En fait, je marche beaucoup à l'objectif. Si ma vie, du jour au lendemain, ben, en fait, parce que depuis que j'ai 13 ans, l'objectif, c'est les matchs du week-end. Donc, j'ai toujours besoin de me focaliser sur quelque chose. Et en fait, c'est que, ben, entre-temps, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc, j'avais coaché les U14 élites, les U15 élites, donc c'était plus haut niveau en U15. Et là, il y a Toulouse-Fontaine qui m'a proposé, comme je joue à Toulouse-Fontaine, ils m'ont dit, mais l'année prochaine, nous, on a les Honor League, qui est le challenge d'aller en U19 nationaux. Nous, si tu veux, on te les confie. J'ai dit, bah, je relève ce challenge. L'année d'après, j'ai coaché les 17 nationaux. Et voilà, en fait, c'est parce qu'il y avait des challenges comme ça qui ont fait que finalement, de jouer au foot, c'était plus le challenge numéro 1. Et après, la bascule s'est fait pareil. C'est qu'après, j'ai fait une année avec les 17 nationaux. Et là, j'avais commencé à faire du trail. Et en fait, j'ai tout arrêté dans le monde du foot. Pour le trail. Pour le trail. On m'a dit, mais attends, tu te rends compte, maintenant tu commences à te faire un nom, tu coaches en 17 nationaux, en 19 ligues. On m'a proposé un poste en plus très intéressant avec le pôle espoir féminin, en plus avec le football féminin qui commençait. Et là, j'ai dit, non, non, maintenant je veux me concentrer pleinement à autre chose. Donc, ça a été le trail. Là, quand on m'a annoncé ma pathologie, qu'on m'a dit, bah, tu ne pourras plus faire de sport d'endurance, au moins des sports d'impact, j'ai dit, mais maintenant je vais faire du vélo. Voilà. Et maintenant, il y a aussi un switch qui est en train de se faire, c'est avec l'entrepreneuriat. Parce que, c'est peut-être un défaut que j'ai ou une qualité, mais il me faut vraiment des objectifs qui me poussent à aller toujours plus loin, toujours tout le temps, quoi. Parce que quand je vis une période sans, mais je l'ai vécu dans la période où je me suis blessé, c'est que je suis arrivé à 100 kilos. Parce que j'avais plus rien qui me portait, en fait, je me suis laissé vivre, quoi. Et je suis pas trop programmé pour ça, quoi. Oui, tu as besoin de ce change permanent et de te remettre en question, et c'est ça qui t'anime, on l'a compris. Le trail, tu l'as découvert grâce à ton père, en 2012 ? C'est ça. C'est ça ? C'est ça, j'avais atteint la barre des 100 kilos, le club du Quintal, et mon père il m'a dit, Nahu, t'as toujours aimé courir, là il faut faire quelque chose, il faut tout te reprendre en main. Dans 3 semaines, il y a une course de village, donc la course de la dent d'Orlu, donc ça part du village d'Orlu en Ariège, qui est à 600 mètres, et l'arrivée c'est à 2222 mètres, au sommet de la dent d'Orlu. Au dénivelé. Ouais, il y a 1600 de dénivelé sur 15 km. C'est qu'une montée. Et donc mon père me dit, mais c'est dans 15 jours, on va préparer ça. Très bien, on va courir dans la colline au-dessus de chez moi. Il y avait une croix au-dessus de la colline, je crois que j'étais en montagne et tout. Je dis, oh, c'est trop bien. Et depuis ce jour-là, j'ai couru tous les jours. Donc cette course s'est passée, donc ça c'était début juillet. La course, mi-juillet, fin juillet. J'ai fini avant-dernier. Mais je dis, oh, c'est trop bien. Et 6 mois plus tard, je faisais le 70 km des Citadelles. Donc pour moi, qui était quelque chose. Et 2 ans après, je le gagnais. Donc en fait, tout va très vite parce que quand je commence à faire des choses, je les fais beaucoup dans l'extrême et je me mets à fond dans ce que je fais. Et donc tout a été très vite. Et là, après, ça m'a conduit à faire 6 ans Teamcraft, à faire 6 ans de haut niveau, entre guillemets, à ma manière, parce que j'ai toujours fait, c'est peut-être un trait de caractère que j'ai, c'est j'aime un peu faire les choses un peu différemment des autres ou ne pas rentrer tout le temps dans le moule. J'ai un fort esprit de contradiction. Tu prends le meilleur et tu t'adaptes à ta sauce. Ouais, on peut essayer de dire ça comme ça. C'est ce que je pense être le meilleur, mais des fois je me fais des erreurs. Mais ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la remise en question. Ça, c'est le sport de haut niveau qui me l'a appris aussi. Et le processus d'apprentissage par l'erreur. Ce matin, j'en parlais avec mon fils sur la gestion des émotions, et ma femme, elle lui montrait des images, elle dit, c'est quoi tes émotions? Et mon fils, il me disait, à la maison, je suis serein, à l'école, j'ai peur. Et pourquoi tu as peur? Parce que j'ai peur de me tromper. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, l'expérience de papa, une des forces peut-être de papa qu'il a, c'est qu'il se trompe, mais il identifie ses erreurs, et c'est ça qui le fait progresser. Donc expliquer aux gens de ne pas avoir peur de se tromper, mais au contraire, que ce qui est le plus grave, c'est pas de se tromper, c'est de ne pas identifier quand on se trompe. Mais si on arrive à identifier quand on se trompe, en fait, c'est grâce à ça qu'on progresse, parce que le meilleur facteur de progression dans la vie, pour moi, est l'apprentissage par l'erreur. Ah, c'est le meilleur moyen d'apprentissage et ça fait partie du processus. Ouais. Et donc, mais ça demande un peu de remise en question. Parce que si on se dit toujours c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre, comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune, on n'avance pas assez vite. Tu as une passion rapidement avec le trail, c'est les longues distances et les courses très techniques. Pourquoi tu t'es orienté spécifiquement sur cette partie-là? C'est cette envie de challenge permanent qui fait que tu vas aller titiller au plus haut? Ouais, c'est un peu différent de ça. C'est une des premières choses, une des raisons pour lesquelles j'ai pas commencé à courir plus tôt.
c'est que avoir fait du sport de haut niveau, des contraintes, j'avais besoin de liberté. Et quand au début je me suis blessé, j'ai dit bon, tu vas faire du marathon, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire du marathon. J'ai vu une préparation de marathon, j'ai vu tous ces fractionnés, tous ces trucs. J'ai dit non mais moi si je fais un sport c'est pour aller, c'est de la liberté que je veux. Donc je me suis pas retrouvé là-dedans. Et donc quand j'ai commencé le trail, eh bien, au début de toute façon physiologiquement tu passes des caps, tu fais un 10 bornes, après tu fais un 20 km, mais très vite j'ai vu qu'est-ce qui se passait. J'ai vu l'Andorra Ultra Trail. Et là, j'ai vu 170 km, 13 500 mètres de dénivelé. En fait, je voyais des expressions de gens, des expressions de fatigue, où là, le masque était brisé. Et on voyait vraiment les vraies personnalités. Les vraies personnalités, t'as plus de filtre là. Ouais, t'as plus de filtre en fait. C'est ça. Et en fait, tu vois les vrais profils motivationnels des personnes. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils font les choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon dans ces courses-là, c'est que si tu les fais pas pour les bonnes raisons, mais t'as pas le facteur qui est en préparation mentale qui te fait le déclic, que toi tu franchisses un palier et que l'autre personne ne le franchisse pas. Oui, et une autre chose que je trouve que le luxe ultime de l'ultra-endurance dans notre société actuelle, c'est qu'on perd la notion du temps. C'est-à-dire que, comme je disais précédemment, en fait, notre vie, tout va trop vite en ce moment. Tout va trop vite, surtout dans les rythmes de vie qu'on tient. On a énormément de rendez-vous, des délais à tenir, des deadlines. Tout va trop vite. Et en fait, dans les épreuves d'ultra-endurance, on se retrouve à un point où les seules choses importantes, c'est manger, boire, dormir. Et tu reviens au principe vraiment primaire. Exactement. Tu reviens au besoin primitif. Et en fait, le luxe ultime, c'est quand je commence à me dire, on est quel jour, il est quelle heure. Parce que t'as plus besoin de savoir, tu sais à peu près quel jour on est, ouais, j'ai passé 3 nuits dehors, 4 nuits dehors, ok, tu regardes un peu le soleil, tu te dis, oh, à peu près, il doit être à peu près 15 heures, mais on est tellement satellisé, et je trouve que ça, c'est dans la société actuelle où tout va trop vite, mais ça, c'est un luxe. Donc ça, c'est quelque chose qui est de vivre ça m'a attiré. Et après, le technique, en fait, ça, c'est la géographie qu'a choisi. C'est que les montagnes les plus proches de chez moi, c'est les montagnes d'Ozat, du Vic de Sceaux, le massif du Mont-Calm. Et c'est des montagnes qui sont très austères, qui sont très sauvages, très caillouteuses. Et donc j'étais bercé là-dedans. Et partout où j'allais, c'était plus simple, entre guillemets, plus roulant que chez moi. Et du coup, en 2016, tu as remporté la Ronda del Cim, la grande course dont tu parlais tout à l'heure. Pour les non-initiés, tu peux expliquer la spécificité de cette course-là ? C'est très simple. Hein. À l'UTMB qui vient de se terminer, ou la Diagonale des Fous, qui sont considérées comme les courses les plus dures du monde, entre guillemets, vraiment entre guillemets parce que c'est pas du tout le cas, font 160 km et 10 000 mètres de dénivelé. Là, l'Andorra Ultra Trail, c'était la même chose, mais avec 3500 mètres de dénivelé de plus, sur la même distance. Et après, on y viendra, la Pika Pika, c'est 1500 mètres de dénivelé de plus, mais avec 50 km de moins. Donc on est vraiment dans un autre sport. Et donc, cette Ronda del Cim, quand moi j'ai commencé en juillet 2012, ça a eu lieu en juillet aussi, et donc de suite je me suis intéressé à ça, je me suis passionné pour ça, et je regarde les résultats, et je vois Ronda del Cim, 5e, une coureuse Salomon, Nerea Martinez, je vois le palmarès, et après, en 2018, j'ai gagné l'Euphoria del Cim, donc c'était la grande sœur de la Ronda del Cim qui faisait 220 km et 20 000 mètres de dénivelé, qui est en binôme avec cette fameuse Nerea Martinez, que je trouvais, qui faisait, pour moi, finir la Ronda del Cim, était déjà un rêve. Donc je l'ai fini en 2015 où j'ai fini 3e, là où j'ai eu un cas de conscience parce qu'on m'a dit, Nahu, tu as fini 3e, on te réinvite pour les prochaines. Et pour moi c'était déjà tellement extraordinaire de finir 3e. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as à perdre? Et je dis, de toute façon tu vas faire le maximum de ton côté pour faire mieux. Et la naissance de ma fille m'a aidé parce que je suis passé à 80% au niveau du boulot. Et donc pendant 2 mois avant la compétition, il ne faudrait pas le dire, mais les 80% de m'occuper de ma fille, j'étais en montagne, c'était un deal avec ma femme. Et donc j'ai performé. Et en fait c'est mon UTMB à moi. Les gens rêvent de l'UTMB, moi ça m'a fait rêver, mais je rêvais de la Ronda del Cim. Et à partir de ce moment-là, je me suis réorienté vers des aventures avec plus de liberté, parce que quand on te parle de liberté de trail, dès qu'il n'y a pas un petit fanion tous les 10 mètres, c'est mal balisé. Pour moi, c'est très restrictif dans la vision de ma liberté. Et donc, je me suis aventuré sur des aventures encore plus sauvages, sans balisage. Moins conventionnel. Exactement. Et plus intimistes, parce que ça me correspondait plus. Comment tu t'es préparé justement mentalement avec ce 2015, cette 3e place, et de te dire, il ne faut pas que je fasse moins bien, 6 juillet, c'est pour performer,
et faire encore mieux? Mais, en fait, en mettant le maximum de mon côté, en fait. C'est ce que je dis dans les facteurs de performance. À partir du moment où tu as fait le maximum, je dis souvent aux athlètes que je coach, à partir du moment où tu as fait le maximum en fonction du temps que tu as, des autres priorités de vie que tu as, qui sont la famille et le travail, parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels, à partir du moment où tu as fait le maximum, ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir te regarder dans la glace, quoi. Tu te regardes dans la glace, si ça marche pas, mais ça marche pas, et tant mieux. C'est ça aussi, une des choses que j'adore dans l'ultra-endurance, c'est pas parce que tu es le meilleur au départ, avec les plus grosses capacités physiologiques, que tu vas gagner, parce qu'il va se passer tellement de La choses. preuve cette année avec l'UTMB ou... Très clairement, c'est un exemple Ouais. parfait. Et en fait, on se rend compte, mais c'est ça qui fait la beauté de ce sport, c'est que en fait, tu dois en permanence t'adapter. Pour moi, il y a un vrai parallèle entre une épreuve d'ultra-endurance et la vie. Il y a un commencement où tout ça va, tout va bien, et après, tu as des épreuves qui arrivent au fur et à mesure. Et en fait, une autre chose que j'explique à mes athlètes, c'est que un des facteurs de performance, c'est de limiter les temps faibles, en fait. Plus ton temps faible, parce que quoi qu'il arrive, il y aura des temps faibles. C'est ça qui est beau aussi dans l'ultra-endurance, c'est que même le premier, tu souffres. Quand j'ai gagné Ronda Sim, j'ai passé une demi-heure à pleurer pendant la nuit. Parce que mais plus tes temps faibles ils vont être courts, plus ta performance elle sera optimale. Et après, c'est comme dans la vie, parce que dans la vie, des moments difficiles, on en a tous. Et en fait, plus on arrive à reprendre le dessus sur ces moments difficiles, quand c'est possible, mais plus ils sont courts, après, mieux c'est pour la globalité des choses. Donc ça, il y a un vrai parallèle avec ça. Il y a un début, un milieu, beaucoup d'épreuves à surmonter, beaucoup d'adaptation. Je pense que l'adaptation, d'ailleurs, c'est le propre de l'être humain et de la vie sur Terre, de savoir s'adapter. Là, c'est à vitesse grand V. Mais voilà, donc il y a un vrai parallèle entre tout ça. Et après cette victoire dont tu as goûté à l'ultra-endurance et ce côté liberté, tu as voulu aussi passer un peu de l'autre côté en co-organisant, en organisant des courses, Ouais. notamment en 2018, si je dis pas de C'est bêtises. exactement ça. Mais je me rappelle toujours la date parce que c'était les premiers anniversaires de ma fille. Ma fille est née le 16 février, le jour de mon anniversaire. Donc c'était mes 32 ans et c'est un an. Et là, le département de l'Ariège avait lancé Ariège Terre de Trail pour dynamiser le trail en Ariège. Il m'a nommé comme parrain, donc j'ai tant bien que mal. J'ai dit à ma femme, j'ai pas envie d'y aller, c'est comme nos anniversaires, le premier en plus. Ma femme me dit, tu t'es engagé à y aller, maintenant t'assumes, t'y vas. Pas de souci, chérie, j'y vais. Et là, il y a Gilles Dangean, l'organisateur des courses du Mont-Calm, qui est venu me voir, il m'a dit, mais tu es tout le temps dans nos montagnes. Le marathon du Mont-Calm, c'est une course historique qui existe depuis 1990. On aimerait, à l'approche des 30 ans, marquer le coup et créer un ultra. Ils avaient créé un ultra que j'avais remporté en 2015, où on faisait le marathon et après on faisait le 25 km. C'était les prémices, ils avaient appelé ultra, mais c'était les prémices. Il me dit, on aimerait faire plus. Et je dis, ah ouais, moi ça m'intéresse. À la mairie, maintenant que je fais plus de foot, j'ai fait la tour des choses, donc ça peut être quelque chose qui m'intéresse, plus pour me réorienter professionnellement. Et donc là, j'ai envoyé une trace GPX, il m'a dit bingo. Il m'a dit, la seule chose, il faut que les bénévoles le valident. Et donc, à l'édition 2017, donc juste l'année à N-1 de la première Pika Pika, il m'a fait rentrer dans l'équipe des bénévoles, et là, on leur a expliqué le projet. Et là, une des premières questions qu'on a eues, c'est ah, c'est super, mais ils dorment où les gens la nuit? Ah non, non, on a des lumières, et la nuit, on évolue dans la montagne. Ah, mais c'est trop bien, on fonce. Donc voilà la genèse un peu de ce projet un peu fou, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet initial, c'était 100 km et 10 000 mètres de dénivelé. Donc maintenant, ça fait 109 km et 11 500 mètres de dénivelé. C'est unique au monde. On ne le dit pas au début, quand le premier teaser que le vidéaste nous avait fait, la course avec le plus gros ratio kilomètre dénivelé du monde. Ouais. C'est vrai. Mais je dis surtout ça, on ne le met pas en avant parce que c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est notre territoire qui est comme ça, en fait, c'est nos montagnes qui est comme ça. La seule chose, c'est que on relie des pics à pics. On l'a appelé notre pic à Pika parce que, un exemple type, j'ai fait le Tour des Géants. Donc le Tour des Géants, c'est 330 km, 20 000 mètres de dénivelé. Et donc Antoine Guillon, qui est une référence du monde ultra, lors de la Ronda Sim, il m'avait dit, 2015, il m'a dit la course la plus technique que j'ai fait de ma vie, c'est le Tour des Géants. Donc moi j'ai fait la Ronda Sim 2016, et après j'étais faire que des crêtes, tout ça pour préparer le Tour des Géants en septembre 2016. Et en fait je me suis retrouvé qu'elle a passé que des cols où je pouvais passer en gravel, quoi. Et donc c'est pas le même spectre de la montagne. Donc voilà, on a voulu transposer un peu cette vision de montagnard sur une épreuve qui n'est pas un ultra-trail. D'ailleurs, on ne peut pas utiliser le mot ultra-trail parce que c'est déposé par l'UTMB, mais c'est un ultra de montagne, en fait.
Et donc voilà, ce projet est né et il a pris forme. C'est un projet fou, complètement fou. Tous les gens nous prenaient pour des fous. Et maintenant, il y a la petite sœur qui est née en 2021, De Picariège. la Picariège, exactement, qui fait 70 km et 7000 mètres de dénivelé. Mon deal avec Gilles et avec le Mont Calme, je lui avais dit, je veux surtout pas que cette Pika Pika mette en péril ce qui a été fait pendant 30 ans. Et en fait, ça l'a bonifié, ça l'a magnifié. Et là, on arrive à 3000 coureurs cette année. 3000, c'est inespéré. Wow. Ouais, c'est énorme. Ouais, on a fait des croissances à plus 125% sur deux fois de suite. On est obligé de bloquer les inscriptions. C'est inespéré. Et on a mis on a très vite bloqué pour garder cette expérience qu'on propose et pour le respect de notre environnement. Oui, puis garder la genèse du projet avec ce sentiment de liberté et pas se retrouver... Très clairement. J'ai jamais aimé les épreuves de masse. Comptez pas sur moi pour créer une épreuve de masse. Après, travailler pour une épreuve de masse, l'Ariégeoise cyclosportive est une épreuve de masse. Ça, c'est pareil. On travaille dessus, c'est super intéressant. Mais à partir du moment où t'es un peu, tu proposes ta vision des choses à d'autres personnes, il faut toujours être en adéquation entre ses paroles et ses actes, mais comme dans beaucoup de domaines de la vie. Oui, tout à fait. Il faut réussir à être cohérent dans la lignée. Et justement, donc, tu as découvert ce côté organisation, l'autre spectre. Quel retour d'expérience tu ferais là-dessus? Tu prends une claque. Très clairement, tu prends une claque. Mais toujours avec Antoine Guillon en 2015, quand on avait fait la Ronda del Cime ensemble, on avait beaucoup discuté. Et il m'a dit, je suis un peu fatigué parce que j'ai eu l'organisation de ma course il y a 2 semaines ou la semaine d'avant. Parce qu'il a organisé une course qui s'appelait la 6066. Mais là, je regardais, je dis, ouais, il me fait du bluff, quoi. On n'était pas trop mal placé. Il me bluffe, il ne veut pas fatiguer parce qu'il a organisé une course. Et en fait, en 2018, d'ailleurs, il était à la course, Antoine. Et là, quand je me suis rendu compte de tout ce que ça... Et en fait, c'est plus facile de courir une course d'ultra-distance que de l'organiser en trail. Ah, oui. Après, d'autres formats, peut-être, c'est un peu moins contraignant. L'ultra-cyclisme, peut-être, à organiser, c'est un peu moins contraignant parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Mais l'ultra-trail, à organiser, c'est très, très, très fatigant, nerveusement et physiquement. Là, on a fini la Pika Pika de cette année, c'est terminé le 18 août. Je sors d'une semaine de vacances et encore en venant ici, je m'endormais dans la voiture, quoi. C'est que pendant 55 heures, on dort très très peu. Voilà, le Pika Pika, le dernier met 55 heures, mais toutes les semaines, les nuits avant, c'est 2 heures de sommeil pour préparer tout, pour que tout soit prêt. En fait, c'est l'anticipation, c'est l'adaptation en permanence. En fait, il faut anticiper et s'adapter à tout ce qui va se passer. Et donc maintenant, je commence à avoir un peu de bouteille dans ce monde-là, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience, en fait, avec tout l'hyperactivité que j'ai eue. Mais c'est passionnant. Et maintenant, ça devient la genèse aussi de ma création, de découvrir un nouveau défi, l'entrepreneuriat. Et donc, c'est passionnant. On pourra en parler, mais c'est les joies de l'événementiel d'une manière générale, où tu as cette montée d'adrénaline avec la durée qui est ultra longue et des événements qui demandent de plus en plus de temps d'anticipation et de préparation, comme tu dis, pour pouvoir gérer imprévu. Mais quand tu sors de là, tu as un gros down qui est juste énorme. Tu sens que le corps t'a maintenu de par cette adrénaline, ce change, ce stress, etc. Mais une fois que c'est passé... Mais je le vois très clairement, il y a un très gros parallèle avec un ultra-trail par rapport à ça. Ah ouais? C'est qu'après un ultra, souvent il y a une phase de dépression. Parce que on a mis beaucoup de choses en place, on a vécu coupé du monde, et le retour à la liberté, le retour à la vie, le retour, justement, c'est peut-être pas le retour à la liberté, c'est peut-être l'inverse. Le retour en prison, entre guillemets, dorée, parce qu'on vit dans une prison dorée, on a eu la chance de vivre en France. Hein. Donc le retour dans la société, il est tellement dur qu'on a une phase de dépression. Et là, c'est pareil. Là, cette année, à l'Ariégeoise, on a eu pas mal de soucis à gérer en phase de préparation. Donc, j'ai beaucoup travaillé les 10 derniers jours. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, tu es en état mental presque comme si tu étais en ultra, quoi. J'avais un stagiaire, il me regardait faire, il me dit, mais c'est pas normal. Et en fait, le rythme. Et maintenant, je me suis dit, ouais, je suis dans le même état mental que dans un ultra. Et après, pareil, comme en ultra, quand on franchit la ligne, on court pour franchir la ligne. Dès qu'on a franchi la ligne, il y a tout qui se relâche. Et là, on n'arrive même plus à marcher. Et là, c'est pareil, sauf que c'est plus mental que physique. Et ce qui est pas négligeable parce que ça laisse beaucoup de traces aussi. Mais c'est quelque chose que j'adore parce que je prends des shoots. C'est comme tout, tu as compris, je suis un peu dans l'extrême dans tout. Et quand on m'a découvert ce problème de dos, les médecins, la première chose qu'ils me disent, le problème, c'est la gestion de l'addiction, quoi.
parce que c'est de l'addiction au sport, mais c'est de l'addiction aux endorphines, c'est de l'addiction à l'adrénaline. Et donc, j'ai cette addiction-là dans ma vie professionnelle maintenant aussi. Et justement, donc en 2022, tu as eu une autre blessure C'est quand ça. tu as fait une course. Ouais. Tu peux en parler un peu? Oui, bien sûr. En fait, c'était donc ma saison 2022. On avait fait un projet super intéressant, toujours mettre du sens dans les choses et de la cohérence. Et en fait, je collaborais avec Salomon sur un projet d'une chaussure qui est maintenant sortie et avec des étudiants, avec un étudiant de Salomon, avec qui on a eu des bons rapports. Et il m'a dit, je suis à l'INSEC à Chambéry et on fait un projet tutoré. On fait un projet tutoré, on doit financer un crowdfunding pour un athlète. Est-ce que ça t'intéresserait? Alors, je dis ouais, c'est super intéressant, j'ai jamais fait de crowdfunding, ça peut toujours, je suis très curieux, j'aime bien, je trouve que on apprend beaucoup en étant curieux. Et donc je dis ouais, pas de souci, donc avec 3 étudiants, on a monté ce crowdfunding et c'était pour faire un défi en Écosse qui s'appelait le Ramsay Round. Donc c'est des défis, j'avais fait un en Angleterre et là c'est un défi en Écosse et il y en a un au Pays de Galles que malheureusement j'aurais pas fait. C'est de faire un nombre défini de sommets en 24 heures. Donc pour Bob Graham, ensuite en Angleterre, c'est 42 sommets. Et le Ramsay, c'est 24 sommets en Écosse. Donc c'est 100 km à peu près, 10 000 mètres de dénivelé. Tu passes par où tu veux, tu pars quand tu veux. C'est juste qu'à partir du moment où tu es parti, il faut faire ta 24 heures pour rentrer dans un club en faisant tous ces sommets-là. Et jusqu'à la veille de ce projet, j'avais une douleur de cuisse qui passait pas en fait. Et je comprenais pas pourquoi. Parce que avec tout le passif, le background de sportif que j'ai, j'arrive à me connaître un peu, et ça passait pas, et une douleur qui passe pas, c'est bizarre. Et j'ai vu la conclusion que c'était un hématome qui s'était calcifié. J'ai dit, bon, on fait ça, on fait ta saison de trail, et à la fin de la saison, on va se faire fonctionner cet hématome. Sauf que la douleur s'empirait en fait. La douleur de cuisse s'empirait. J'ai fait un autre défi au mois d'août avec des amis, un défi en off, on a fait le tour des refuges en Andorran, et là, ça m'a vraiment bloqué le dos, quoi. Je me dis, mais là, t'arrives plus, t'es bloqué, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, je dis, bon, je vais faire du vélo. J'ai fait du vélo pour finir ma saison. Et là, on a fait les premiers examens, des échos de la cuisse, c'était pas ça. Et en fait, ils ont compris que en fait, c'était mes disques qui s'étaient atrophiés et que ça faisait comment ça s'appelle, de la calcification qui me jouait sur les nerfs. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on s'est rendu compte que j'avais une discopathie dégénérescente, que mes disques étaient usés. Donc là, c'était la claque parce que je n'étais pas préparé. C'est qu'en fait, on m'a remis un courrier à la sortie d'un IRM où j'ai lu. Et en plus, c'était la première saison où j'avais pris un coach pour le trail, parce que j'avais fait 10 ans en étant autochtone, en faisant ma propre popote, toujours avec cette quête de liberté. Et je m'étais dit là quand même, à bout d'un moment, là, si tu veux de nouveau franchir des paliers et redevenir performant, parce que je m'étais laissé aller, et parce que j'avais d'autres objectifs, et j'ai pris un coach, et ça a duré une semaine, parce que j'ai lu le compte-rendu, et je dis, ah ouais, donc là, il y a un problème. Et donc là, de suite, les médecins, voilà, j'ai vu plein de médecins, on a mis 3 mois en stand-by entre 2 IRM, et donc en février 2023, là on m'a annoncé clairement que l'ultra-distance en courant, c'était fini. Même l'ultra-distance tout court, on m'a dit oui, vous pouvez faire du vélo, monsieur passera 40 km. Je dis ouais, mais je veux faire 4000. Non mais vous pouvez pas faire 4000 km de vélo. Je dis mais je n'ai fait, avec les douleurs que j'avais, j'ai fait 1600 km, parce que j'ai fait ma première épreuve d'ultracyclisme en Italie, qui reliait Naples à l'Etna. Et là, je savais que ça me faisait pas mal en fait. Donc je dis non, mais un sport porté, je sais que ça me fait pas mal parce que toutes les douleurs que j'ai en courant, je les ressens pas sur le vélo. Et donc, jusqu'au moment où j'ai peut-être eu l'avis médical qui me convenait, où on m'a dit oui, fonce, fais du vélo. Mais on en revient au même point, c'est que c'était la santé mentale presque qui était plus importante que la santé physique. Parce que une des chances que j'avais, c'est que j'étais conscient de cette addiction au sport que j'avais et que j'ai encore, dont je me détache petit à petit pour le mettre dans l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de liens, on en parlait en off, mais il y a beaucoup de liens entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Tu as une faculté de résilience et d'adaptabilité dans ta vie quand même qui est assez forte. Donc tu as fait de l'ultracyclisme par la suite, c'est ça? C'est ça. Et clairement, c'est un peu mon fonds de commerce, entre guillemets.
J'ai jamais été le plus affûté au départ d'une course, même si après, en étant au niveau en trail, je tombais dans les affres des troubles du comportement alimentaire, parce que quand tu es à haut niveau, il faut être le plus léger possible pour aller le plus vite possible, enfin c'est ce que tu penses. Mais j'ai jamais été le plus affûté au début des courses, j'ai jamais été, moi courir, j'ai commencé sérieusement à courir en 2012, donc j'ai aucune technique, la montagne je l'ai appris par moi-même, et en fait c'est grâce à la résilience. C'est que si j'ai pu avoir ça, c'est que j'ai une grosse capacité de résilience, mais la préparation mentale m'intéresse beaucoup. Mais souvent, je dis que qu'est-ce qui fait que y a des gens qui passent des caps que d'autres ne passent pas, mais aussi c'est ton parcours de vie. Et peut-être que le fait d'avoir eu beaucoup d'échecs dans mon parcours de vie, ou d'avoir un parcours de vie difficile, où tout ce que j'ai eu, j'ai dû le gagner, peut-être que ça fait aussi ce facteur de toujours essayer de rebondir. C'est quelque chose c'est quelque chose. Si on me devait me demander mes points forts, c'est vraiment un point fort, que ce soit dans le monde sportif ou dans le monde entrepreneurial ou dans le monde professionnel, que j'ai, c'est la résilience. Très clairement, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une clé de voûte de ce que je suis. Et donc aujourd'hui, tu mets tes compétences et tes expériences au service d'autres sportifs? C'est ça. Je me suis formé comme toute chose. Après, j'avais déjà un BE1 en foot. Mais après, donc, j'ai passé un diplôme universitaire d'optimisation de la performance en trail running, que j'ai après continué aussi j'ai été faire les modules complémentaires à la fac de Grenoble pour l'aspect organisationnel d'événements. Donc ça, c'est super intéressant. Mais pour l'instant, ouais, j'accompagne des athlètes, donc, dont Thierry. Donc sur la dernière course qu'il a fait, j'ai accompagné Thierry à la performance. Là, il n'a pas eu besoin de moi pour préparer son tour du monde. Mais avec une vision, toujours ce qui se fait toujours à contre-courant, c'est que là, cette année, là, au jour d'aujourd'hui, je coach deux athlètes parce que je veux m'échanger au moins 1 heure par semaine avec eux au téléphone et je leur fais des programmes semaine par semaine personnalisés en fonction de comment ils vont le dimanche, ou c'est soit le dimanche soir, soit le lundi soir, parce que au fur et à mesure que la saison avance, le dimanche soir, je suis encore sur le vélo, mais où je profite un peu de ma famille parce que sinon je les ai pas vus du week-end. Mais donc soit le dimanche soir, soit le lundi soir, mais on fait un point, on prend du temps à échanger parce que l'humain, je pense qu'une des choses qu'on oublie trop souvent dans cette société, c'est l'humain en fait. Tout ce qui nous lie, les liens qu'on crée et l'échange en fait. Et moi, je suis vraiment quand je dis je coach, c'est même pas ça, c'est j'accompagne des personnes à optimiser un potentiel, tout simplement. C'est juste ça, c'est de l'accompagnement, parce que voilà, c'est ma vision des choses. Donc c'est pas des copier-coller, c'est pas 70 athlètes. D'ailleurs, je le fais dans une structure qui est basée par ici, qui s'appelle Esprit Sport, et je le fais avec passion et avec des gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc là, peut-être je vais avoir un peu plus de sportifs, pas la volonté de l'agrandir un peu dans mon projet entrepreneurial, mais ça sera toujours quelque chose de très restreint sur voilà, 5 athlètes maximum, parce que sinon, j'ai toujours préféré la qualité à la quantité. Parce que je trouve qu'à un moment donné, si on voit faire trop de choses, on passe à côté de certaines choses Ouais, c'est une vision des choses. Peut-être j'ai tort. Comme je fais ça pour être riche. L'avenir te le dira. Ouais. Je suis riche de ce que je vis et pas de ce que je possède. Donc, si c'est pour enquiller des chiffres, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère que ça soit juste un passe-temps qui est un peu rémunérateur pour juste le temps que je mets en contrepartie. Mais c'est pas avec ça que tu peux devenir riche. Et quelles sont pour toi les clés qui te permettent d'optimiser la performance ? Dans le sport et d'une manière générale peut-être, puisque tu t'ouvres à l'entrepreneuriat, tu t'ouvres à d'autres milieux. Se connaître, je pense que savoir connaître ses forces et ses faiblesses, ne pas avoir peur de se dire, là moi j'ai des faiblesses, la remise en question, je pense que ça c'est une vraie force. Et après, je pense que vraiment connaître le profil motivationnel qu'on a. Pourquoi très clairement on fait les choses. Est-ce que je fais l'entrepreneuriat pour être riche ? Est-ce que mon objectif dans la vie, c'est être millionnaire ? De chaque euro que j'ai, je le réinvestis pour je ne dépense pas pour ceci, pour cela. Ouais, c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, c'est un profil motivationnel, ça se respecte. Au contraire, c'est des grandes réussites. Voilà, parce qu'à un moment donné, toute réussite dans la vie, quelle qu'elle soit, induit énormément de sacrifices. On peut pas, en fait, c'est ma vision des choses. C'est pas parce qu'on m'a jamais rien donné, j'ai jamais rien de tout cuit. Mais à un moment donné, toute réussite professionnelle, sportive,
elle induit des efforts en contrepartie, des sacrifices. Et les gens, souvent, quand il y a une réussite, que ce soit professionnelle ou sportive, surtout en France, on a un vrai problème avec ça en France, je pense, la réussite gêne. Mais un entrepreneur qui réussit, mais on n'a pas vu tous les sacrifices qu'il a fait, tous les nuits blanches qu'il a fait, tous les week-ends qu'il n'a pas passé en famille, tous ces moments où papa, maman, papa, on va jouer au parc, on va faire ceci. Non, papa, il travaille. Et ça, en fait, les gens ne le voient pas. Et c'est presque dérangeant en France. Mais tous ces petits entrepreneurs qui font vivre la France, les salariés qui font vivre des familles, et qu'on se dit, on leur montre du doigt, mais attendez, toi, tu es riche, tu es chef d'entreprise. Non, mais moi, chaque nuit, j'ai la conscience des 20 familles que je nourris et ça te hante, quoi. Et donc, les gens ne voient pas ces faces immergées de l'iceberg. Comme je performais en trail. Des exemples qui m'avaient marqué, c'est qu'en Andorre, donc après la course, tout le monde venait me voir. Ah, félicitations. Déjà, le deal avec ma femme, c'était que je prépare qu'une course par saison. Parce que je n'étais pas professionnel. Le professionnalisme dans le monde du trail, à l'époque, il n'y avait que Jornet et Daen qui étaient professionnels. Maintenant, c'est autre chose. Mais l'équipe familiale, et en fait, les gens, je me promenais avec ma femme, ma fille, ça faisait 2 mois, je pense, que je ne l'avais pas eu parce que j'avais tout sacrifié pour faire ça. Et les gens, ils viennent te voir, ils disent même pas bonjour, ils viennent te parler à toi, ils te happent et ils te disent même pas bonjour à la femme grâce à laquelle tu as pu faire ça. Parce que tous les sacrifices que j'ai faits, c'est elle qui les a subis. Pendant 2 mois, à plus aller chez les amis, parce que moi je suis un épicurien, de refuser toutes les invitations, de te mettre en vase clos, de faire des sacrifices, de faire des malaises parce que tu étais en surentraînement, parce que tu n'as pas assez mangé, parce que... Il y a qu'elle qui le voyait. Et donc ça, les gens, dans la performance, ils ne le voient pas. Là, quand on voit, d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais là, le mec a gagné l'UTMB, mais en plus il est ingénieur chez Oka, donc il travaille, donc il gagne contre des professionnels, mais les sacrifices qu'il a dû faire, c'est énorme. Et ça, souvent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport de haut niveau, en France, on a un peu de mal à se rendre compte de ce que ça... Après, c'est peut-être un discours de vieux con, je ne sais pas, mais au moins c'est ma vision des choses. Non, mais c'est vrai que tu as cette partie émergée de l'iceberg que l'on voit souvent, mais pas la partie immergée. Tu t'en rends compte même avec les JO ou les sportifs, où on découvre des sportifs, et certains ont découvert l'homme marchand en se disant à la limite c'est facile parce qu'il a eu tellement d'avance sur les autres, sauf que tu oublies qu'il nage 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi avec des fois 3 minutes de pause. Toutes les choses bien faites, on se rend compte qu'on a l'impression que c'est facile. D'ailleurs, c'est un des problèmes du football. C'est que faire une passe, un contrôle, n'importe quelle personne qui joue au football, c'est faire une passe, un contrôle. La faire aussi vite que les mecs à haut niveau. Et ça, avec autant de répétitions. Et avec une prise d'information sur tout ce qui se passe autour d'eux. Ça, c'est incommensurable la différence. Et ça, tu le vois, la chance que j'ai eue quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. C'est que tu commences à t'entraîner avec les pros, t'es mal placé, gardien de 5 cm, ça fait but, quoi. Parce que les mecs, ça arrive à un niveau de performance, c'est des machines. Quand on voit Stephen Curry aux 3 points en finale des JO, là, le niveau de performance, les gens ne se rendent pas compte de ce niveau de performance et comment une personne est arrivée à ce niveau de performance. Un exemple que je citerai et je trouvais qui était très intéressant et qui a fait du bien, pourtant c'est pas quelqu'un que j'aime humainement, mais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est à un moment donné le meilleur footballeur du monde avec Lionel Messi. Il travaillait plus que tous les autres. Et quand tu coaches des jeunes, en fait, tu te rends compte que... parce qu'ils te disent, oui, moi j'ai du talent, les hommes Maradona, ouais, j'ai du talent, qu'on fait ça qu'au talent. Sauf que c'est fini maintenant. C'est que de se rendre compte que même les meilleurs du monde, ils travaillent plus que les autres, je trouve que c'est un très bon exemple à donner aux jeunes ou aux entrepreneurs. On est une société actuellement où les jeunes, j'aime beaucoup écouter les jeunes parce que je trouve que l'avenir passera pas toujours par les jeunes. L'expérience des anciens avec la fougue des jeunes. Mais là, quand on entend des jeunes qui veulent être youtubeurs, tu veux faire quoi? Je veux faire de l'argent. Ouais, non, mais et à part ça, tu veux faire quoi? Et en fait, leur expliquer que rien ne se fait tout seul, quoi. C'est que même un youtubeur, derrière, il y a des heures et des heures de travail, et pour un qui réussit, combien ne réussissent pas, et tout au même point, la face immergée de l'iceberg. Donc, pour avoir quelque chose dans la vie, il faut se le gagner. Oui, bien sûr. Et sur le côté des youtubeurs, c'est tellement, puisque du coup, avec la com, tu le suis aussi, tu fais la veille, c'est tellement devenu quelque chose de très professionnel, de très charté. Ils se mettent une pression de malade. Certains ont fait des breakdowns, ils appellent ça. Enfin, certains youtubeurs, parce qu'ils ont tellement de pression là-dessus, ils ne se rendent pas compte, les gens. Mais les youtubeurs qui connaissent, derrière, c'est 50 à 100 personnes à gérer. C'est une boîte de prod énorme, c'est des budgets à 7 chiffres. Et c'est une pression dont on n'imagine même pas un dixième de ce qu'ils doivent ressentir. Ouais. Très clairement, mais tout ce qui est au niveau, on en parlait de santé mentale, mais là, c'est une pression de fou parce que
il y a tout le système qui nous met la pression. Un exemple type qui a un lien avec ça, c'est Avicii. J'aimais beaucoup Avicii, mais ça l'a tué, quoi. Parce que toute cette pression en fait, qu'on a quand on arrive à faire des choses à très très haut niveau, eh ben, ça peut être mortel, quoi. Ça peut être mortel, et je pense que c'est très important d'en parler parce qu'il peut y avoir beaucoup de gens qui n'en survivent pas, malheureusement. Parce que on arrive à des drames, parce qu'on arrive... Si c'est qu'une dépression, ça va, mais quand ça commence à, comme l'exemple d'Avicii, ou des tentatives de suicide, ou autre, je pense qu'il faut continuer à mettre en avant toute cette santé mentale, parce que c'est un mal sociétal. C'est pas normal qu'en France, on est le pays avec le plus d'antidépresseurs au monde, quoi. De consommation d'antidépresseurs. Je le dis souvent, moi, mon antidépresseur, c'est la montagne. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi dans notre quotidien, on est si triste? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'être un peu moins? Voilà, moi, c'est la montagne qui m'a beaucoup canalisé, qui a permis de survivre à l'échec du foot que j'ai eu, parce que ça m'a posé beaucoup de soucis. Parce que pour rebondir, quand tu étais élève modèle et tu te retrouves à même pas avoir ton bac, et ma mère me l'a dit, moi, de t'avoir laissé partir au foot, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait de ma vie, quoi. Donc à un moment donné, juste de leur montrer non, que finalement je rebondis, plus doucement que d'autres, mais il y a tout un processus de deuil qui fait qu'il faut rebondir. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que des moments difficiles, on en traverse tous, je vais en traverser beaucoup, mais voilà, il faut continuer à s'accrocher, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et la vie, on en parlait sur le temps, l'aspect précieux du temps, mais c'est ce qu'on a le plus précieux, quoi, sur Terre, c'est le temps, en fait. D'avoir des comptes en banque blindés, c'est pas ça qui va te faire acheter du temps, de la santé, quoi. Le temps et la santé, donc c'est la priorité. Donc à partir du moment où on a du temps devant soi et on a de la santé, voilà, il faut voir le bon côté des choses et se dire que ça va remonter, quoi. Tu disais justement toute la partie préparation, entraînement et que l'on ne voit pas. Toi, par exemple, une semaine type, quand tu cherches à t'entraîner pour ta saison, pour ton objectif de la saison, c'est 25-30 heures par semaine? Là, c'était... Ouais, Même plus. Ça allait très loin, parce que en plus, je faisais... donc, j'avais pas de coach, donc je n'étais pas cadré. Les grosses semaines de préparation en ultra-trail, c'était simple. C'était le lundi, 1 heure, le mardi, 1005 de dénivelé, le mercredi, 1000 de dénivelé, le jeudi, 1005 de dénivelé. Donc tout ça, ça prenait 3, 2, à peu près 8, 10 heures. Et après, c'était minimum 3000, 3500 mètres de dénivelé le vendredi, minimum 3500 mètres de dénivelé le samedi, minimum 3500 mètres de dénivelé le dimanche. Donc ça fait 12 heures, 12 heures et 12 heures. Donc ça fait 50 heures, quoi. Je passais plus de temps en montagne qu'à mon travail. Mais d'ailleurs, j'ai pu avoir ce niveau-là parce que aussi j'avais un travail, il ne faut pas cracher dans la soupe dans laquelle on a mangé. J'étais donc à la mairie de Pamiers, où j'étais au service des sports, et en fait, j'avais aucune pression. C'est que l'été, je commençais à 6 heures, je finissais à 13 heures, c'était ma récup. Et donc, grâce à ça, j'ai pu aussi faire... Et là, je le vois, c'est que aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de faire du sport. Hier soir, à 23h30, j'étais sur mon entraîneur. Là, aujourd'hui, ce soir, je vais revenir chez moi tard. Cette nuit, je vais faire du home trainer, parce que dans 5 semaines, j'ai un objectif. Maintenant, je ne fais plus à la même intensité à vélo que je faisais en trail, parce que maintenant, c'est que du plaisir, et je me suis interdit de reproduire les mêmes schémas en trail qu'à vélo. Mais cette nuit, je vais faire du home trainer, parce qu'il faut que je m'entraîne. On en revient un peu au même schéma, il faut que... Mais c'est tout, j'en ai besoin, en fait. Et c'est là aussi vicieux avec l'addiction au sport, c'est que très vite, je peux être irascible si j'ai pas ma dose. Et justement, tu t'es permis de lâcher ça, avec ce il faut que, pour reprendre du plaisir. Comment tu as réussi à prendre ce recul-là et à te défaire, on va pas dire de l'addiction, mais c'est tes propres termes, donc je me permets de le reprendre. Oui, bien sûr. Mais de cette addiction au sport? L'addiction, je l'ai toujours, mais ce qui m'a permis de me... C'est peut-être la dose qui a changé. Ouais, et c'est surtout, toujours... Qu'est-ce qui t'anime au quotidien, en fait? Avant, j'étais à la mairie, donc le seul objectif, c'était de performer en sport. À partir du moment où j'ai commencé à travailler dans l'événement sportif, c'était la priorité. Bon, déjà, la priorité, c'est toujours la famille d'abord. Mais la famille, après le boulot. Mais la priorité, ils ont changé. Donc là, c'est l'aspect organisationnel. Et là, aussi, le fait de sortir du cursus team de haut niveau,
où tu es mis en avant, où tu as des attentes parce que tu as gagné ici, parce que tu as gagné là. Je suis arrivé dans le monde du vélo, personne ne me connaissait. Ma première course, je suis arrivé là, c'était ma première course de vélo, 1600 km. J'ai fini 6e, les mecs ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, j'ai dit non mais moi je me prendrai jamais la tête avec le vélo parce que je veux pas reproduire ces schémas de vouloir faire de la performance sportive à tout prix. Donc j'ai la chance d'avoir des partenaires qui ont continué à me suivre, qui ont fait la transition et sans me mettre aucune pression. Mais le fait de plus arriver sur une ligne de départ et te dire putain lui c'est tel mec, il a fait tel truc. Surtout maintenant, il y a des cotations ITRA, il y a des cotations de tout le monde sait, voilà. Les coureurs ne courent même plus pour faire des places, ils courent pour avoir une cotation, pour avoir un niveau et pour pouvoir avoir des partenaires après en fonction. Donc cet aspect-là m'a permis de dire, et surtout aussi d'apprendre par rapport à, parce que j'ai été loin quand même, le trouble de comportement alimentaire, ça va loin. Ouais, tu en parlais tout à l'heure Ouais, ça m'a joué des tours. D'ailleurs, je pense que ce qui m'arrivait au dos, c'est parce que aussi pendant des moments j'étais en sous-nutrition. Donc il y a tout qui est lié, quoi. De toute façon, dans la vie, on a ce qu'on mérite à un moment donné. Mais voilà, donc ces troubles du comportement alimentaire m'ont beaucoup touché, m'ont beaucoup impacté. Et donc j'ai dit, il est hors de question, surtout à vélo où le poids est prédominant, ben, j'arrive, je fais du vélo pour mon plaisir et pour ma soif d'endurance, mais pas pour assouvir de la compétition. De toute façon, j'ai jamais été compétitif envers les autres, j'étais compétitif face à moi-même. C'est des défis face à moi-même. Donc je me suis dit, ben voilà, le défi face à toi-même, c'est en fonction du temps, tes priorités, c'est ta famille, ton job, et le temps qui reste, ben, tu vas faire ton sport, et en fonction de ça, ben, tu feras ce que tu vas trouver du plaisir. Et je me suis interdit de vouloir faire de la compétition à vélo, quoi. Même si, malheureusement, ou heureusement, il m'arrivait d'être le premier à l'arrivée, mais c'est pas ça qui m'anime. Donc maintenant, tu pars sur un projet entrepreneurial. Tu peux en parler un peu? Ouais, bien sûr. Mais peut-être que quand l'épisode sera en ligne, ben, ma société sera montée. Ouais, donc un projet entrepreneurial, donc depuis 2000, qui a mûri dans ma tête, parce que je suis monté en compétences, je me suis formé et j'avais envie de découvrir autre chose, surtout pour progresser, parce que là je travaillais beaucoup pour la Liégeoise, je travaillais pour le Montcalm, mais on me sollicitait pour travailler ailleurs. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc je suis en phase de finalisation de la création de mon entreprise, qui aura plusieurs entités, donc sur l'aspect organisationnel d'événements, donc la gestion de PC courses, parce qu'on se rend compte qu'organiser en France c'est très très compliqué, il y a de plus en plus de par rapport à la sécurité. Ouais, de contraintes administratives, de contraintes de sécurité, ça t'es obligé de te professionnaliser, parce que maintenant avant on se tapait dans la main, allez on fait ça, et maintenant non, c'est une vraie contrainte d'organiser, c'est difficile. Ça demande de la professionnalisation, ça demande beaucoup de temps de travail, de savoir-faire et de ressources. Donc, grâce à ça, ça crée des métiers comme le mien. Donc, de gérer un PC course, de gérer une organisation de course. Et après, donc, l'aspect création d'événements. Donc, je suis sur un projet aussi de création de la Pika Pika version 100 miles et aussi de l'accompagnement de sportifs. De la com, que ce soit pour des sportifs, leur faire de la com parce que c'est important. Souvent, maintenant, dans la société actuelle, un sportif qui communique mal ou très peu, mais pour avoir des contrats, c'est un peu plus compliqué que quelqu'un qui a une image. Même si je ne serai jamais la bonne personne pour créer un Instagrammeur, hein, parce que c'est pas très compatible avec ce que je fais. C'est pas... Non, mais à proprement parler, pour rebondir là-dessus, les sportifs d'aujourd'hui, c'est les entreprises d'hier. C'est-à-dire que les entreprises qui communiquent pas ou peu, ou qui restent dans leur coin, qui ne veulent pas trop parler ou quoi que ce soit, ou qui n'y a pas d'investissement, que ce soit financier ou temporel, on a tendance à moins se voir, les oublier, etc. Et tu as la même chose sur les sportifs. J'ai été quand même assez frappé, notamment sur les JO là, en 2024 à Paris, où il y a des sportifs qui communiquent sur leur vie, sur leur routine d'entraînement, etc. Bizarrement, c'est eux que tu retrouves sur les JT, c'est eux qui décrochent des sponsors, c'est eux qui derrière ont une caméra qui les suit pour un documentaire, etc., qui leur apportent de l'image, de la visibilité, même si ce ne sont pas les meilleurs, parce que quelquefois c'est pas le cas, et parce que le moment de l'instant de la compétition fait que ça décide un classement qui n'est pas forcément ce que tu vaux ou ce que tu aspires à être. Mais pour autant, tu as aujourd'hui ces sportifs-là qui ont une vision très terre-à-terre, notamment de la communication par rapport aux entreprises. Je te rejoins totalement dans ton analyse, et je vais même la pousser un peu plus loin, surtout dans les sports un peu précaires. Le footballeur qui communique pas trop et il prend 500 000 par mois,
Ça, c'est pas un problème. Mais dans tous les sports précaires, on l'a vu avec le trail. On le voit avec le trail et on le voit avec les JO. Je crois que c'est 60% des athlètes olympiques qui sont sous le seuil de pauvreté. Et à une époque, c'était 80%. Ouais, encore un problème de la France. Et on te dit que la France n'est pas un pays de sport. Entièrement d'accord. C'est pas normal que les mecs qui représentent l'État français, notre nation, et qu'on leur mette une pression de fou pour qu'ils aient des médailles, qu'ils soient à gérer leur fin de mois. Pour moi, ça m'en... Enfin bref, c'est pas le propos. Mais là, on le voit, la professionnalisation du monde du trail. C'est qu'en ce moment, il commence à avoir des contrats, il commence à se professionnaliser. Mais entre un contrat où tu vivotes à 13 000, 15 000 à l'année, et si tu arrives à avoir 50 000, 60 000, parce que tu fais de la com avec le même niveau sportif, eh ben c'est pas du tout la même vie que tu peux avoir. Et c'est la même point de ça, c'est que donc, j'ai passé 6 ans dans le team Craft en France, et au bout de 6 ans, ça a été racheté, parce qu'on était sponsorisé par l'importateur France, et le budget, ils l'ont mis sur des Instagrammeurs. Mais moi je dis, mais tous les athlètes qui étaient avec moi, ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais c'est pas normal, les Instagrammeurs, ceci, cela. Et je dis, mais c'est juste du marketing. S'ils nous ont fourni autant d'argent et s'ils nous ont fourni autant de matériel, c'est parce qu'ils faisaient du marketing grâce à nous. Maintenant, ils flèchent un budget marketing sur une autre cible, mais soit tu t'adaptes, ou soit c'est fini, quoi. Et donc ça fait partie de ça. Et ça aussi, je l'ai vécu dans le Team Craft, parce qu'à la 5e année, donc c'était l'année où je finalisais mon BTS, la dernière saison, et là j'ai dit j'arrête. J'ai dit j'arrête au team manager, parce que l'année prochaine je ne pourrais pas me mettre à 100% dans l'activité, donc ça c'est pas normal d'avoir tout ce que je reçois en contrepartie. Si je ne suis pas à 100%, faites-le bénéficier à un autre. Et là il m'a dit une phrase qui revient à la com, c'est qu'il m'a dit mais même si tu ne cours pas, nous on te garde parce que ton image c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, c'est encore la société, en fait la société actuelle. Mais soit on vit en ermite, ou soit on s'adapte. Donc si quelqu'un a le luxe de pouvoir s'en passer, mais un athlète qui est précaire, ça peut lui changer tout, et ça peut même l'optimiser ses performances, parce qu'à partir du moment où il n'a plus la question des fins de mois à se poser, eh bien, il va peut-être être libéré par rapport à un athlète qui fait les Jeux Olympiques et qui pose la question des fins de mois et de son avenir professionnel. Bien sûr, bien sûr. Et justement, quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta vie jusqu'à présent? Le meilleur conseil au-delà de celui-ci? J'en ai eu un conseil, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, et pourtant c'est un coach que je n'étais pas fan, mais qui m'a dit, on a tous un sac de billes, et le but c'est de le remplir avec les billes que tu prends un peu partout. Tu te nourris de ce que tu entends, à partir du moment où il y a quelqu'un, tu fais une connaissance, et tu trouves qu'il y a quelque chose d'intéressant, tu le prends et tu le mets dans ton sac de billes. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir augmenter son savoir, ou augmenter ce qu'on pense, en se nourrissant de tout ce qui se passe autour de soi, ou même plus loin, je pense que tu es comme moi, mais pour faire de la com, mais en fait de s'éveiller dans tous les mondes différents, quoi. C'est pas parce qu'on fait de la com pour un trailer qu'on va être au contraire, il y a des inspirations partout, et je pense que cette ouverture d'esprit, donc cette poche de billes avec des billes à prendre, je pense que c'était un très bon conseil, parce que c'est quelque chose que j'applique, et je trouve que c'est très enrichissant. Oui, mais dans la com, tu as le parallèle. Moi, je me suis beaucoup intéressé, notamment dans les 5 premières années, dans le monde de l'industrie. Parce que la com est entourée de créatifs, de ronds, comme on dit, de personnes qui aiment imaginer, qui aiment créer, etc. Mais des fois, ça peut partir, pas dans tous les sens, mais un peu dans plusieurs orientations. Et le fait de s'intéresser au milieu de l'industrie, où tout est processé, où il y a le brief le matin, sécurité, etc., où il y a tout ce cadencement, notamment, sans aller jusque-là, ça te permet aussi de te ramener à quelque chose d'un peu plus structuré, pour que justement tu puisses te servir des différents niveaux et des différents stades. Mais c'est important. Ouais, et in fine, le but est le même, c'est d'augmenter sa productivité. Oui, exactement. Parce que moi, le premier, quand je parle de la com, je pars dans tous les sens. Et voilà, comme dans l'industrie, voilà, il faut des process. Et parce qu'après, il faut être productif. Donc, s'enrichir de tout ce qui se passe d'être éveillé sur tout ce qui se passe, d'être curieux, je pense que c'est très intéressant. Tu as dû faire pas mal de rencontres inspirantes, c'est le but de ce podcast. Est-ce que tu en retires une ou deux comme ça, même si c'est toujours difficile à trouver? Ouais, au fil des années, j'ai fait beaucoup de rencontres inspirantes qui m'ont marqué. Là, ces derniers temps, Thierry déjà. Thierry, pour moi, était une personne très inspirante. Thierry Corbarieux. Thierry Corbarieux,
d'ailleurs que je remercie, si je suis là, c'est parce que oui. il a prêché pour ma paroisse. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez l'épisode quelques semaines avant, Ouais. qui a été diffusé de Thierry Corbarieux, qui est génial parce qu'en plus, comme toi, il a eu plusieurs vies. Il a eu la vie de salarié, la vie de chef d'entreprise et la vie de sportif de très longue distance, de très haut niveau. Et donc là, il part pour faire un tour du monde avec son fils. Avec son fils. C'est génial. Ouais. Donc Thierry est quelqu'un, parce que moi, c'est quelque chose, parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Mais donc Thierry m'a accompagné sur le projet en Écosse, et là j'ai pris une leçon. C'est que tout était millimétré, tout était organisé. Moi, je suis très freestyle. Je suis très parce que moi, je suis le sportif qui va devenir chef d'entreprise. Et lui, il était chef d'entreprise et grâce, il a eu du temps pour devenir sportif de très haut niveau. Mais en fait, il m'a dit, mais il y a eu dans ce que je fais moi, c'est que si c'est pas comme ça, en fait, c'est ma vie qui est en danger. Quand je suis à moins 40 degrés, si le process il n'est pas respecté à la lettre, je suis mort. Et là, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Et là, il m'a mis dans des conditions, mais j'ai jamais vécu ça. C'est que là, tout était optimisé, tout était prêt, tout était aux petits soins. Il m'a dit, Thierry, si tu veux partir 10 jours pour te préparer avant, on part 10 jours ensemble, moi je suis là pour toi, je ferai tout pour toi. Et une autre personne inspirante qui était avec lui. Après, j'aime beaucoup, comme je disais, j'aime bien les jeunes et j'aime bien aussi l'expérience. Et l'autre personne inspirante sur laquelle en ce moment je m'inspire beaucoup, c'est Philippe Lacube. Alors Philippe Lacube, il est président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, il est éleveur, il est restaurateur et il est ultra trailer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très inspirant, qui a énormément de valeur. Et j'aime beaucoup m'inspirer, m'enrichir de ça. Et après, beaucoup de rencontres que je fais au Montcalm, il y a 2-3 bénévoles des vieux de la vieille, entre guillemets, mais qui sont très inspirants, Hub, Claude, parce que c'est des gens sur lesquels je me nourris. Et voilà. Et après, les jeunes, maintenant, j'aime beaucoup d'avoir des stagiaires jeunes parce que ils m'ouvrent des portes sur d'autres univers. Donc voilà, c'est les gens inspirants. J'ai jamais eu trop d'idoles. Là, on peut dire Kylian Jornet et ce qu'il vient de réaliser. Là, franchement, c'est très inspirant. Et de gravir combien de pics Je crois les 82 4000 des Alpes d'une traite avec les liaisons à vélo. Quand on voit le niveau d'alpinisme qu'il faut avoir, et l'ancien record c'était 60 jours, il a mis 18. Donc là, niveau inspiration, c'est voilà, mais ça c'est quelqu'un que je connais pas, et que voilà, par rapport à ce qu'il fait, voilà, c'est une référence. C'est une référence. Donc ça, le niveau inspiration, voilà quelques exemples, et d'autres qui me viendront dans ma future évolution professionnelle et sportive. Au-delà de ce détachement et de cette résilience, quelle est la chose la plus importante que tu as appris dans ta carrière, qui t'a guidé? Que rien n'est jamais fini, qu'il faut toujours se battre et que ça revient toujours. En ultra, on le dit, ça revient toujours. Dans la vie, je passais par des moments difficiles, mais si on arrive à mettre de la résilience, si on arrive à... On est une société, on le voit un peu, ça va être encore de la psychologie de bas étage, désolé, mais on le voit un peu la gestion des couples de maintenant. Je fais que toucher mon alliance, mais parce que ça fait qu'un an que je suis marié et je n'ai pas encore trop l'habitude, mais ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et on a vécu des moments difficiles. Mais si dès qu'il y a un moment difficile dans un couple, on se dit, ouais, on prend, on jette, on va voir ailleurs, dans une société de consommation, si on n'essaie pas de s'accrocher, de se dire, voilà, c'est la personne avec qui j'ai choisi d'être, on s'accroche, on voit si ça peut nous faire repartir vers le haut, de pas jeter tout, de pas tout consommer, d'être résilient aussi dans nos rapports humains. Mais on peut avoir des amitiés, des fois on peut se fâcher, et de prendre du temps, parce que ça prend du temps, mais de se dire c'est pas fini, et de pas lâcher, de pas choisir la facilité, mais de s'accrocher. Quand ça veut plus, mais à partir mais comme je disais par rapport à ce qu'on disait par rapport aux épreuves sportives ou aux objectifs. À partir du moment où on a fait le maximum et on peut se regarder dans la glace et on se dit voilà, on a fait le maximum, ça n'a pas marché, on se quitte et voilà, ou on arrête un job, ou on arrête, mais ne pas tomber dans la facilité de la surconsommation dans tout ce qu'on fait. Je pense que ça c'est quelque chose qui est important. Et justement, avec le recul, si tu te vois aujourd'hui enfant ou ado, et que tu parles au Nawel d'il y a 25, 27 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais la question est
tout à fait d'actualité, parce que ce week-end, j'étais de mariage à Marseille, avec mes anciens collègues du foot. Et on va dire que j'aime beaucoup le vin, on va dire que je me suis peut-être amélioré avec le temps. Bonifié. Bonifié. Et donc il y avait les parents des joueurs avec qui je jouais, et là, ils racontaient un peu la manière dont je me comportais, et même ma femme, elle me disait, mais tu faisais ça? Ouais, j'étais pas quelqu'un, j'étais peut-être pas quelqu'un de très fréquentable. Et là, donc je me dis, j'ai fait du chemin, j'ai évolué, mais après, parce qu'on est bercé par son environnement. C'est que moi, je suis arrivé, j'ai grandi à la campagne, je suis arrivé à 13 ans dans un monde où il y avait 80% de jeunes de cité, où tu vis 24 sur 24 entre eux. Pendant 6 mois, j'ai pris des claques. Au bout de 6 mois, j'ai compris que les claques, c'est mieux de les donner que les recevoir. Et donc, j'ai eu un caractère de chien par rapport à ça. C'est que j'étais très bagarreur, j'ai un mauvais caractère. Et ça, avec le temps, peut-être j'ai su canaliser mes émotions. J'ai pris du temps. Et clairement, c'est sûr que là, quand c'est les parents de mes amis m'ont dit, mais ce que tu es devenu, on n'aurait jamais pensé que tu allais devenir ça. On savait que c'était quelque chose d'extrême, que ce que tu allais nous faire. Mais voilà, c'est que la route a été sinueuse, tortueuse. J'ai su rebondir. J'aurais pu faire mieux, bien sûr, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. Mais surtout là, quand on voit, c'est pas de l'ego mal placé, mais quand on voit comment se passe, j'invite à tout le monde à regarder les films du Challenge du Mont Calme, de la Pika Pika, pour se rendre compte de ce qui se passe sur cet événement, en fait, où on arrive à remettre des valeurs sociétales mais d'actualité, comme la solidarité, l'entraide, le partage. Et en fait, on fait que pleurer, parce qu'on est tellement pris par toutes ces émotions. Et ça, je me dis que ce petit héritage, c'est pas grand-chose. Jamais je veux pas une montagne à mon nom. Je veux pas le jour où je serai plus là, parce que ça peut arriver dès ce soir, hein, que les gens fêtent mon départ. Mais juste se dire, voilà, on a un petit héritage qui a du sens et qui rend des gens heureux. Quand je vois des lettres de gens de la Pika Pika qui me disent, mais grâce à ça, je suis devenu un meilleur humain. Grâce à ça, ma vie, elle s'est améliorée. Mais je me dis, bon, quelque part, tu as fait quelque chose qui rend des gens heureux et c'est déjà pas trop mal, quoi, à ma petite échelle. Et justement, quel est ton plus grand rêve? Si tu pouvais rêver si grand que tu savais que tu n'échouerais pas, ce serait quoi? Même si j'imagine que tu en as fait quelques-uns quand même. Ouais. Tu as vu quelle liste, tu en coché pas mal. Ouais, après, le problème d'un rêve, c'est quand on le réalise, il n'y en a plus. Donc on a cherché d'autres. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il faut savoir rebondir. Et encore une fois, je sais rebondir. Clairement, je sais pas. D'avoir des rêves, que mes enfants soient épanouis, que mes enfants soient heureux, que mes enfants soient en bonne santé, et ma femme aussi, mes proches, qu'on retrouve un peu de valeur humaine aussi dans cette société. Ça serait un beau rêve. Les préserver de ça? Il va falloir les préparer, parce que malheureusement, ils vont vivre avec. Le voyage apporte beaucoup. On a été en Argentine là, et en fait, on se rend compte que quand on revient ici, malheureusement, sociétalement, ça va mal, quoi. C'est qu'il n'y a plus trop de respect, il y a de la peur de l'autre, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus d'entraide. Et de retrouver un peu ces valeurs sociétales cardinales, pour moi, de notre République. Je pense que c'est important, parce que la société se divise à l'échelle du monde, hein, quand on voit ce qui se passe à l'échelle du monde. Donc ça, c'est peut-être un rêve utopique, mais qu'il y ait un peu plus de respect, de valeurs humaines entre les gens, d'entraide, de partage. Voilà, ça serait un rêve. Voilà. Après, à titre personnel, il y a des projets qui sont en cours. S'ils se réalisent, ça sera un rêve qui se réalisera un de plus, peut-être. Mais voilà, donc il faut continuer à bosser. Mais on peut rêver, mais après, il faut se donner les moyens de ses ambitions, et que... voilà. Pour pas nourrir de regrets. Aussi, peut-être. Très clairement. Et après se dire, voilà, on a fait le maximum, quoi. On a fait le maximum, j'ai rêvé de ça. Il ne se réalise pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, moi, je rêve pas d'Aston Martin, d'avoir une grande maison, même si j'ai la chance d'avoir une grande maison, mais parce qu'on est en Ariège, et parce que c'est moins cher. Ah ouais, parce que sur le terrain, non mais voilà, mais clairement, c'est pas mon rêve de posséder, n'est pas mon rêve. La santé de nos êtres chers, la santé mon plus grand rêve, c'est que tout le monde soit en bonne santé et en paix. Garder ses priorités. C'est important. L'humain.
Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé avant de clôturer? Il peut y en avoir beaucoup, mais je pense qu'on a fait, un peu le tour. Après, c'est toi, si tu veux, tu as une dernière question qui pourrait intéresser nos auditeurs, n'hésite pas à la poser. Moi, j'ai pas de tabou, mais voilà, je suis très bavard, désolé. Mais ouais, si tu as une dernière question à poser, n'hésite pas. Une question qui m'a été posée par un passionné de trail qui te connaît, qui suit et qui est dans ce milieu-là. Il m'expliquait que notamment dans le trail, on perdait un peu l'essence de l'époque que tu as connue, où on arrive sur des événements de plus en plus gros, de plus en plus chers, et où justement ce côté famille, ce côté préservation et les valeurs que tu as cherché à inculquer dès le début sur la Pika Pika ont tendance à s'éroder ou se perdre suivant certains projets. Quelle est ta vision là-dessus et comment tu vois l'avenir? Alors, c'est une excellente question. Je rejoins totalement ton ami qui t'a posé la question. Déjà, moi, quand je commençais en 2012, j'étais déjà un peu nostalgique. J'étais nostalgique de cette époque que j'avais pas connue, mais où c'était leurs femmes qui leur cousaient le sac, qui couraient des pulls en laine, avec des baskets de running. Ils allaient au salon, dans le rayon running, pour voir potentiellement la chaussure avec le plus de crampons. J'étais un peu nostalgique de cette époque un peu de freestyle, que je retrouve un peu dans le vélo d'ultra-endurance, qui commence à être marketé, mais pas trop encore, où il peut y avoir beaucoup de gens de milieux différents qui viennent, où c'est un peu freestyle. Je retrouve un peu le monde du trail il y a 10 ans, dans l'ultra-cyclisme à vélo. Mais très clairement, moi je l'ai vu en plein, j'en ai bénéficié. J'ai eu des contrats avec des marques, j'ai encore des contrats avec des marques, même si voilà, je ne suis pas Kylian Jornet, loin de là. Mais en plus, d'ailleurs, tous mes contrats avec des marques, je les ai toujours mis avec du sens derrière, et ça fait que, c'est devenu plus que des contrats, c'est devenu des amis, parce qu'on a des valeurs communes. Pourquoi j'ai refusé des contrats bien plus où j'aurais pu gagner un peu plus d'argent que ce que j'avais, mais parce que ça n'allait pas dans mes valeurs. Donc voilà. Oui. Puis quand tu es ambassadeur, tu adosses ton image à celle de la marque, Très clairement. donc vaut mieux faire attention. On le voit là, une des limites, on le voit maintenant, et c'est là le parallèle, c'est qu'il y a des ambassadeurs qui changent de marque tous les ans, quoi. L'année c'est telle marque, je ne vais pas la citer, l'année d'après on te donne 1000 balles de plus, tu vois. Donc, et ça va être l'aspect de changement du monde du trail. Et l'aspect marketing qui a pris le dessus, on l'a très bien vu avec l'évolution de l'UTMB. L'UTMB, voilà, c'est pas une course que je porte dans mon cœur, mais c'est un événement qui est extraordinairement bien organisé et extraordinairement bien marketé. Mais plus cet événement est marketé, plus comme il est très bien fait, là c'est une leçon de marketing. D'ailleurs, depuis le début, je regardais un peu ce qui se passe, parce que je suis curieux, et je disais, c'est très parallèle avec Ironman. C'est très parallèle, jusqu'au moment où ils ont fait fusion. Donc ils se sont vraiment inspirés de ce qu'a fait Ironman, et bien leur a appris, parce que je crois que quand j'ai commencé à faire de l'ultra, je crois que le dossard l'UTMB c'était 170 €, maintenant c'est 400. Et le parcours c'est le même. Mais voilà, mais plus ces gens-là ils font du marketing, ils font venir beaucoup de gens dans ces disciplines. Tant mieux, les gens ils sont mieux sur les sentiers que devant la télé à regarder Hanouna. C'est moi qui le dis, hein, désolé Cyril. Ces gens-là, si ça permet de mettre les gens au sport, tant mieux. Mais plus ces gens ils font des événements très marketés où il n'y a plus ça, plus moi, ça, entre guillemets, ça m'arrange, parce que les gens ils viennent chez nous pour retrouver ce qu'ils ont perdu ailleurs, quoi. Il en faut pour tout le monde en fait. C'est une gamme. Moi je sais que la Pika Pika c'est 300 personnes. La Picariège, c'est 300 personnes. On ne fera jamais de la masse. Et il ne faut jamais qu'on fasse de la masse par rapport à notre montagne qui ne s'y prête pas, et à la technicité de notre parcours. Mais, très clairement, j'ai eu des messages tout le week-end, parce qu'à un moment donné, on m'a cité dans le live de l'UTMB. Ah oui, on parle de toi, on parle de la Pika Pika. Et il y avait Blandine Lirondelle, qui est double championne du monde. Elle parlait avec le speaker, je n'ai pas encore vu l'extrait. Et elle parlait avec un coureur, et ils interviewaient le coureur, je crois que c'était Thibaut Garivier, un des meilleurs Français, ancien champion de France d'ailleurs, je crois. Enfin, je ne sais pas trop parce que je suis un peu moins. Mais ils lui ont posé la question, et pourquoi vous ne faites pas la Pika Pika? Et parce qu'il dit, mais moi, c'est pas pour moi, c'est trop technique. Donc voilà, moi je suis sur un projet je propose quelque chose de niche. Donc il faut proposer des choses à tout le monde. La dérive marketing et business du trail, elle est en plein dedans. Mais après, c'est normal, ils font des études comme nous dans notre organisation. 65% des trailers, c'est des CSP+. Une montre, c'est 1000 €. Une montre, c'est 1000 €. Quelqu'un qui commence le trail, il a une montre à 1000 €. En plus, sous le fait que tu te dis, vous allez en montagne,
une Gore-Tex c'est 300 €, un short c'est 150 €. Donc il y a tout cet aspect business qui rentre en compte. Mais après il y a des gens qui font bien leur taf, il y a des marques qui travaillent très bien, et à un moment donné, les affaires de qualité ça a un prix. Mais voilà, il y a d'autres choses où le marketing prend le pas sur tout le reste. Et tant mieux si ça plaît et si ça permet de faire venir des personnes à la discipline, tant mieux si grâce à ça, des athlètes deviennent professionnels. Peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pu faire quelques années professionnelles de trail. Peut-être, je ne sais pas si... Mais c'est sûr, les résultats que j'ai eus à l'époque, maintenant, m'ont ouvert des portes de contrats bien plus onéreux, où j'aurais pu envisager de prendre 2 ans sabbatiques. Tant mieux, parce que c'est les jeunes générations qui en bénéficient. Et il y avait une interview très intéressante de Baptiste Chassagne. Lui, je connais son nom parce qu'il a fini 2e de l'UTMB, mais je connais son nom parce que ça m'a marqué ce qu'il a dit. Et en fait, il s'expose très peu sur les réseaux sociaux, mais il a un contrat avec Nike. Et il expliquait que grâce aux autres qui s'exposent, mais lui, il prend une petite part du gâteau. Les autres, ils en prennent beaucoup, mais lui, il en prend une petite part. Et de toute façon, on ne peut plus faire sans. Tu l'as très bien dit, mais quand on voit Kylian, quand on connaît un peu Kylian, et qu'on voit cette aversion qu'il a pour le monde, pour s'exposer, pour échanger avec les gens, qui est quelqu'un de très introverti, mais là, le projet qu'il a, il a abandonné, mais il est chef d'entreprise aussi, il est obligé de le partager, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on partage les choses on fait de la pub pour sa marque, qu'il n'y a pas des valeurs derrière, quoi. Donc, l'aspect important derrière tout marketing, et on est bien placé pour le savoir par nos activités professionnelles, c'est garder des valeurs, et si on garde des valeurs, on sera dans la bonne direction. Super, merci pour ta réponse, merci à toi pour Merci cet échange. J'espère que ça aura servi à beaucoup de monde. On mettra ton lien si la société est créée d'ici à ce qu'on lance tout ça, et puis sur tes différents profils. Et surtout que les gens, s'ils ont des questions ou des reproches ou ils veulent échanger, qu'ils n'hésitent pas, parce que j'aime beaucoup partager, d'ailleurs ça doit se voir, mais c'est très important, n'hésitez pas à me contacter par Insta ou sur ma future mail pro, n'hésitez pas à vous mettre en relation. On mettra tes coordonnées, et puis il y a les commentaires aussi sur YouTube, etc. Donc tu pourras y répondre aussi là-dessus. Avec grand plaisir. Merci à toi, Noël Passera. Merci à toi, merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ou suivi cet épisode que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes Deezer, Spotify, Apple ou Amazon, et également depuis peu sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut. Salut.